Bonjour à tous, bienvenue sur le Journal du Fight, épisode 9, podcast que j'ai le plaisir et l'honneur de présenter avec le manager de la Bulgarian Top Team, Monsieur Guillaume Pelletier. Guillaume, comment tu vas? Ça va super bien et tout le plaisir est pour moi. Merci les gars de nous suivre et on y va, c'est reparti pour un nouvel épisode. Alors, les titres, on va commencer par le training camp de Benoît Saint-Denis, donc, qui, il me semble, est parti de la Bulgarie, ça y est. Ouais. Ensuite, on va faire une petite passerelle sur les combats illégaux. Je voulais avoir ton avis sur ce sujet-là. La BTT News, la rubrique de la Bulgarian Top Team. Ensuite, on va faire le débriefing de Imavov vs Strickland. Et on va parler aussi de la bombe, la nouvelle qui est arrivée juste après cet événement, justement, John Bon Jones vs Cyril Gane, bon gamin. Et on terminera par l'événement qui arrive ce week-end, Ares 11. Absolument. Alors, Guillaume. Donc, commençons par le camp en Bulgarie, si j'ai bien retenu le programme, c'est bien ça? C'est ça. Et je vais mettre les chapitres. Cette fois-ci, il y aura les chapitres. Au moins, comme ça permet aux gens qui nous écoutent, si vous voulez directement aller là où vous voulez, allez-y. Voilà. On prend de bonnes résolutions pour 2023. Absolument. Alors, pour expliquer un petit peu le camp en Bulgarie, donc on l'a fait sur la demande de Benoît Saint-Denis. Aujourd'hui, je crois qu'on va lui obtenir la nationalité bulgare. C'est quelqu'un qui aime beaucoup venir ici. Pour plein de raisons, en fait. Tu sais, la Bulgarie, il y a du bon pour plein de choses. Déjà, il y a beaucoup de niveaux en termes de lutte, infrastructure. On a aussi son coach Daniel Waurin qui avait fait le déplacement. Donc, du coup, tout était bien cadré. Le programme d'entraînement était top. Et il fait bon vivre en Bulgarie. Tu sais, c'est des sujets que j'ai pas vraiment abordés, moi, dans les médias auparavant. Mais tiens, regarde, on va en parler. Il y a notamment le coût de la vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Bulgarie, c'est le pays le plus pauvre d'Europe. Mais en fait, c'est un pays qui est construit bizarrement. En fait, c'est le pays officiellement le plus pauvre d'Europe. Mais en même temps, il y a des richesses incroyables. Tu vois, il y a des mecs qui sont blindés d'oseille. Il y a des discothèques, des hôtels, des trucs de fou que tu verras jamais en France parce qu'en fait, tu as vu, l'argent est très mal réparti en Bulgarie. Mais sinon, vivre en Bulgarie, ça coûte pas très cher. Tu vois, moi, j'ai fait construire une maison. Pareil, là, je te donne plein d'infos exclusives, tu vois. J'ai fait construire une maison ici de 240 mètres carrés, tu vois, genre de truc que j'aurais jamais pu faire en France. La même maison, tu la places en France, pas très loin de chez toi, c'est quelque chose qui vaut, je sais pas, 2 ou 3 millions d'euros, tu vois. Donc, la Bulgarie, ça a plein de bons côtés par rapport à ça. Et en plus de ça, comme je te disais, du côté sportif, on a des mecs qui sont très durs au mal. On a des mecs qui s'entraînent avec Benoît sans complexe, qui sont là pour se tester. Donc, c'est aussi ce dont avait besoin Benoît. Donc, du coup, on a organisé un camp d'entraînement exclusivement professionnel. Donc, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, cette fois-ci, pas d'amateurs. Cette fois-ci, pas de détection amateur. Uniquement des combattants professionnels entre 70 et 120 kilos. Donc, on a eu beaucoup de combattants de la BTT et d'autres qui se sont greffés, de belles surprises. Et cette fois-ci, beaucoup de combattants bulgares qui ont vraiment eu envie de se tester en face de nos gars. Et là, pour le coup, le camp, c'était vraiment top. Tu sais, on était beaucoup moins que d'habitude. On était une vingtaine. D'habitude, pour moi, c'est très dur de passer du temps avec tout le monde. Là, on est beaucoup trop, on est une soixantaine. Là, pour le coup, une vingtaine, c'était vraiment cool. On a passé beaucoup de temps ensemble. Ouais, c'est un vrai bon suivi en plus pour moi, en tant que manager qui vit à 3000 km de mes athlètes. Donc, non, pour plein de raisons, c'était vraiment top. J'ai kiffé. On avait plein de combattants qui combattent dans les prochaines semaines. Ils sont tous prêts, archi prêts. Et franchement, on va avoir plein de belles victoires, je te le promets, ça va être top. Hein. Ouais, tu vois, il y avait Hugo Guillon, il y avait aussi Quentin Domingos. Ouais, tout à fait. On a Hugo Guillon qui est venu, Quentin Domingos, on avait Jordan Dorval, Maher Belkadir qui est venu, on avait Noah Gugnon qui est venu. Enfin voilà, beaucoup de gars qui sont venus, Mathieu Leto Duclos, Hugo Guillon, voilà, plein de gars, franchement plein de gars et c'est toujours un plaisir de les recevoir. On sait que ça coûte en temps et en argent, tu sais, le fait de se déplacer pour aller à l'étranger et tout. Donc ça, c'est un truc qui est très appréciable, tu sais, ça en dit sur la motivation des gars. Et est-ce que tu peux nous dire le nom de cette salle? Parce qu'il me semble que c'est la salle où tu fais aussi les training camps. Enfin, on voit l'espace bleu là, avec un bout de grillage autour. Là, cette salle, elle commence à être pas mal médiatisée au point de vue de toutes les photos de la BTT. C'est quoi le nom de cette salle? Alors la salle, en fait, anciennement, elle s'appelait Lonsdale.
parce que c'est un bâtiment en fait qui est sponsorisé par la marque Lonsdale. Sauf que depuis peu, en fait, il y a eu un club qui s'est créé au sein de la salle. Donc maintenant, c'est la salle Fast Academy. Mais c'est là où on va retrouver toujours la BTT. On a une entente avec cette salle qui est vraiment top, tu vois. La salle est agréable à travailler, elle est absolument immense. Il y a tout ce qu'il faut, il y a plusieurs rings, voilà, il y a tout ce qu'il faut en fait pour y bosser et pour faire notre travail convenablement. Donc, ouais, on va toujours organiser dans cette salle. Et au niveau de la partie coaching, il y avait aussi une partie prépa physique qui s'occupe. C'était uniquement Daniel Warin qui s'occupait de tout ce qui est le coach. Alors, Daniel Warin, en fait, il gère le MMA et la partie striking pour le MMA. En plus de ça, Benoît, c'était une de ses volontés de venir en Bulgarie aussi pour cette raison-là, c'est qu'on a un super coach de lutte. En fait, c'est le coach de l'équipe olympique bulgare de lutte, tu vois. Donc c'est vraiment du très très haut niveau. C'est un niveau qu'on retrouve pas en France, tu vois, très très clairement. Donc voilà, Benoît, à l'approche de son combat, avait besoin de cette qualité pour sa lutte. Donc il est venu aussi chercher ça en Bulgarie et il est très content. Et le coach bulgare, on a profité aussi pour prendre un petit peu en main les entraînements de prépa physique. Excuse-moi, je suis en train de tout couper parce que je reçois des messages en même temps. Et voilà. Et du coup, non, c'était top. C'était les entraînements bien répartis, chacun dans sa spécialité. Voilà, c'était top. Et là, comment tu le sens, Benoît, pour ce combat? Un tueur à gage, sincèrement. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que Benoît de l'UFC Paris, c'était un Benoît diminué à 50%. En fait, Benoît, il n'aurait pas dû combattre normalement à l'UFC Paris. Il avait une très grave blessure. Il est venu se préparer en Bulgarie, justement. En Bulgarie, il était en piteux état, si on peut dire. Voilà, sa blessure vraiment l'empêchait de développer son jeu et de faire ce qu'il avait à faire. Là, pour le coup, ça y est, la blessure, maintenant, c'est une histoire ancienne. Là, on a un vrai Benoît prêt à 100%, en pleine santé. Et, ça va être incroyable. Sincèrement, ça va être incroyable. Ah, hâte de voir ça, de voir ça. En tout cas, c'est le 18 février à Las Vegas. Tout à fait. Tout à fait. Transition, on va parler d'une organisation, donc je voulais échanger avec toi, qui s'appelle le KOTS, King of the Street. On a un petit peu échangé, toi et moi, en privé sur cette organisation qui fait beaucoup parler d'elle. Déjà, moi, je voulais savoir aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de ces combats qui se déroulent dans cette organisation? Du coup, on va reprendre un peu ce qu'on s'est dit en off. Je t'ai expliqué qu'en fait, j'avais été approché par le KOTS pour Quentin, pour Rouskov, Domingos. Voilà, on a discuté pendant... le profil pour aller là-bas en plus. Hein. Ouais, absolument. Il se marie bien avec le décor. Hein. Ouais. Il met un masque, un bandana sur le visage et c'est bon, quoi. Il est dans le décor. Fabriqué sur mesure pour ça, tout à fait. Ah, ça aurait été un beau combat face au French Viking. Je crois qu'il lui cherche un adversaire en plus. Hein. Voilà. Mais je vais t'expliquer pourquoi ça ne se fera pas. Donc en fait, le KOTS est rentré en contact avec Rouskov. Rouskov, derrière, du coup, m'a mis en contact avec eux. On a beaucoup discuté. Et en fait, si tu veux, le KOTS, il n'y a pas d'oseille. Il n'y a pas d'oseille à gagner là-bas. Il n'y a pas d'argent à se faire, tu vois. Donc en fait, tu vas un petit peu pour un truc que tu as au fond de toi, ou pour la fame, ou pour quelque chose, ou juste pour le côté un peu unique, tu vois, de ce sport. Mais tu n'y vas pas pour faire de l'argent. Et nous sommes des professionnels, Kevin, tu vois. Nous, en fait, les sports de combat, c'est ce qui nourrit nos familles, tu vois. Donc on ne peut pas les combattre pour 500 balles, parce qu'en fait, pour te dire la vérité, c'est ce que le KOTS nous a proposé. C'était 500 balles, et en plus de ça, c'était un truc de fou. C'était de nous payer l'hôtel et l'avion, quoi. Ce qui était pour eux un truc de fou, quoi, tu vois. Donc là-bas, il n'y a pas d'oseille à se faire, tu vois. Donc, tu sais, il faut pas croire tout ce qu'on dit, ou il faut pas croire ce qui se fait dans les films où il y aurait soi-disant beaucoup d'argent à se faire, des mecs qui font des paris, tu sais, avec des mallettes de billets, tout ça. Non, tout ça, c'est du pipeau. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Je peux comprendre les mecs qui y vont, parce que c'est un kiff, tu vois. Maintenant, il n'y a pas d'oseille et ça reste une motivation, l'argent, tu vois. Par exemple, regarde, Rouskov, il vient d'avoir un petit bébé. Il a des bouches à nourrir, en fait, tout simplement. Donc, on ne peut pas aller là-bas juste pour le plaisir, en fait, tu vois. Tu mets ta vie en danger, tu mets ton intégrité physique en danger. C'est pas un jeu, c'est pas un plaisir, tu vois. Donc, si les gars payent pas, on peut pas le faire. Tu vois, Rouskov, par exemple, va combattre prochainement Barnacle. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si je dois en dire plus ou quoi, mais j'ai quelques infos intéressantes. Il est extrêmement bien payé, tu vois. Ce sont des primes à 5 chiffres, tu vois. Donc, tu ne peux pas passer d'une prime à 5 chiffres en Barnacle à aller combattre pour 500 balles au KOTS, ça n'a pas de sens. Nous, dans notre profession à nous, ça n'a pas de sens.
Par contre, dans le circuit parallèle, machin truc, etc., des mecs qui veulent se taper gratuitement, ça peut avoir un sens, tu vois. Mais nous, on est aussi là pour prendre des sous, tu vois. C'est pour ça qu'on est des pros, quoi. Mais par contre, tu vois, dans le sens inverse, par exemple, le French Viking, là, je vois que lui, il était personne, entre guillemets, et grâce à cette organisation, il est devenu un nom sur les réseaux, et ça l'a permis d'aller dans une organisation de barre-nickel pour décrocher une ceinture. Ouais. Tu vois l'effet inverse, mais après, Rouskov, je comprends qu'il a déjà en fait une carrière qui est déjà assez belle, et il peut pas faire machine arrière, entre guillemets, il a déjà son nom. Tu vois, est-ce que tu comprends, toi, quand même, l'effet inverse aussi? Alors, je te comprends tout à fait, mais en revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que je dois être un des premiers Français à m'être intéressé au circuit Barnacle. Donc, du coup, j'ai parlé avec l'organisation pour laquelle il a combattu, qui s'appelait le Barfist, il me semble. Et pareil, tu Ok, vois, c'est une ouais. organisation qui paye 500 balles. Donc, en fait, pour moi, c'est une ceinture en papier mâché, en fait. Cette ceinture, elle représente rien, en fait. Tu vas l'accrocher à la maison, mais est-ce qu'elle va nourrir tes enfants, cette ceinture? Tu vois le délire? Pas du Bien tout, sûr. quoi. Elle va permettre d'aller chercher 4 pots de Danette chez Leclerc à tes enfants, mais ça va pas payer plus en fait, tu vois. Donc, est-ce que concrètement le KOTS a permis au French Viking aujourd'hui de vivre confortablement? J'y crois pas un seul instant, tu vois. Donc, c'est ça le truc en fait, c'est que c'est compliqué de pratiquer ce sport si T'appelles ça quand même un sport. Tu reconnais que c'est quand même une pratique. Ça aussi, je voulais savoir. le bare knuckle. Non, justement, les combats illégaux, le KOTS, tu vois. Est-ce que c'est Ah, pourtant un sport? c'est particulier, Kevin. C'est particulier. Euh, c'est particulier. Franchement, non, je considérerais pas ça comme un sport parce qu'on ne s'entraîne pas à combattre dans ces conditions-là, tu vois, à emmener des mecs au sol sur du bitume, etc., leur mettre des coups de tête. Non, moi, tu vois, je suis un amoureux du sport, du MMA, avec des règles précises. Euh, non, non, je ne suis pas un gros fan. Alors, on peut dire que je suis en contradiction totale parce que les gens le savent peut-être, j'ai combattu en bare knuckle. Mais ça, c'était un kiff que j'avais envie de me faire, tu vois. Et dans beaucoup d'interviews, j'ai dit, je l'ai fait une fois et je le recommencerai pas. Parce que de mettre des patates à un mec à point nu comme ça, lui taper dans le crâne, c'est pas une sensation que j'ai particulièrement kiffé, tu vois. Je me suis retrouvé dans mes jeunes années quand je me battais à la sortie de l'école, quoi. Tu vois, c'était un peu ce sentiment-là, quoi, tu vois. Donc pour répondre à ta question, sport, pas sport, encore une fois, ça pourrait être pour moi un sport si ça mettait nos familles à l'abri, tu vois. Ce qui est clairement pas le cas, quoi, tu vois. Ok. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter sur cette organisation, sur les combats illégaux, ou on peut passer direct Non, pas en particulier. Tu sais, j'ai écouté ton interview, hein, comme toutes les interviews que tu fais. J'ai C'est écouté gentil, avec. merci. Bien sûr, c'est normal, c'est du bon taf, donc on écoute. Avec Gaëtan Lebris, tu vois, qui est Qu'est-ce que t'en as un. pensé? Bah, j'ai trouvé que c'est un mec qui s'exprime extrêmement bien. J'ai trouvé que c'est un gars qui nous partage extrêmement bien sa passion, peut-être même un peu trop, parce que moi, j'y vois beaucoup d'incohérences dans ce qui est dit, tu vois. J'ai repéré des incohérences entre l'interview avec toi et l'interview sur Brutix, par exemple, tu vois. Je crois qu'avec toi, il dit que le dernier combat qu'il a fait, c'était en 2012-2013, mais sur Brutix, il dit que son dernier combat, c'était il y a 4 ans. Enfin, tu vois, ce que je t'ai expliqué, c'est que euh, c'est un milieu où il n'y a pas de, comment dirais-je, on ne peut pas savoir si un mec, ce qu'il dit est vrai ou faux, d'accord? Mais il faut pas, et là, ça c'est la vie en général, il faut pas prendre pour argent comptant tout ce que les gens disent, tu vois. Gaëtan Lebris, j'ai regardé, il a combattu en 2012 à 66 kilos, tu vois. Donc ça voudrait dire que dans la même année, il combattait des mecs dans les caves à 120 kilos, tu vois. Il y a beaucoup d'incohérences, tu vois, et voilà. Mais après, chacun fait son pain et où il veut et comme il veut, tu vois. Mais voilà, encore une fois, je te dis, je suis quelqu'un d'averti et voilà, il y a des choses, c'est incohérent, ça ne me va pas, tu vois, voilà, tout simplement. Ok. Après, moi, comme je te disais, ce que je cautionne quand même, c'est le fait justement d'avoir été dans cette organisation et d'avoir quand même été coach de Valentin du French Viking et d'avoir pu faire ces 3 combats et avoir ces 3 victoires. Après, voilà, l'organisation, on est libre de penser ce qu'on veut. C'est vrai que Bien sûr, financièrement, mais quand même, actuellement, elle est énormément médiatisée. je sais D'ailleurs, qu'il regarde, on en parle sur mon podcast, alors que moi, je suis un passionné de MMA, mais
aujourd'hui, c'est quelque chose, on peut pas l'ignorer, quoi. Non, mais toi, tu trouves que tu qualifies ça de performance, le fait d'avoir été coaché là-bas? Enfin, tu vois, le fait d'avoir été coaché, c'est pas compliqué. Tu envoies un combattant, tu l'accompagnes, tu coaches, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, bien Il sûr. faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Moi, Tony Johnson, je sais pas, il faudra regarder sur YouTube en quelle année il a combattu pour la ceinture du bare knuckle, du BKB, la plus grosse organisation européenne. Je crois que c'était je sais pas, en 2017 peut-être, il y a 6 ans. Bah, j'étais là-bas, je le coachais, tu vois, j'étais le premier Français à coacher là-bas au BKB. Voilà, tu sais, coacher un mec au bare knuckle ou au KOTS, il suffit juste de l'accompagner, tu vois. Tu vois, en soi, c'est pas forcément une performance. Après, je lui reconnais des qualités d'orateur. C'est Ouais. clair qu'il s'exprime très bien et qu'il est convaincant dans ce qu'il dit. Maintenant, si vraiment je devais reprendre toutes ces interviews et tous ces dires, voilà, il y a des choses qui sont incohérentes, tu vois. Et voilà, on est dans le milieu depuis longtemps, nous aussi, on sait qui est qui, quoi, tu vois. Et surtout, il y a toujours des gens on a toujours des amis en commun, tu vois. Donc voilà. Ça marche. On va fermer la parenthèse donc sur le KOTS et les combats illégaux. Merci Guillaume d'avoir donné ton avis sur ce sujet. Ça change un peu de parler du MMA. Mais on va retourner dans la rubrique la Bulgarian Top Team, la BTT News, la rubrique que tout le monde attend. Alors, quelle news il y a là pour la Bulgarian Top Team? Ah, des news, il y en a beaucoup dans les jours à venir. On a 4 combattants qui vont combattre à Arès. On a Fabiola Pidroni qui va affronter Asia Miri. Enfin, Ouais, voilà, on va peut-être y il y a revenir. pas de pesée ratée, il n'y a pas de. Écoute, la pesée, c'est demain matin. Donc, on le saura au moment de la diffusion. Il y a pas de maladie là, il y a pas. Il y a un Non, docteur sur place pleine ou pas? santé. Elle est en pleine santé, tout va très bien. Ouais, ouais. Super. On a Amin Ayoub, Hugo Guillon, Alexandra Tekena qui vont combattre donc sur Arès. 2 jours plus tard, on a Mathieu Leto Duclos qui va combattre sur Hexagone MMA. Et ensuite, on a 4 combattants de la BTT qui vont combattre sur un événement à 3 qui va s'appeler Explosif. Voilà, on a Noah Gugnon, Benoît Blanc, Rouskov et Brandon Brachet. Donc voilà, beaucoup de combats là, à venir là, sur les 10 prochains jours. Donc c'est cool, on attend ça avec impatience. Et on attend surtout Arès qui arrive très vite. Et voilà, ça va être cool. Et pour en revenir sur Quentin Domingos, tu nous disais, Barknickel, Quentin, Ouais, il se peut, juste après son combat d'MMA? Enfin, pas longtemps ouais, après, quoi. du coup, je te donne l'info. Si tout se passe bien, parce qu'il prend un mec solide là à 3, si tout se passe bien, Ouais. il devrait faire une ceinture justement de bare knuckle à Dubaï fin mars. Ok. Il y a des organisations de Barknickel à Dubaï qui s'installent et qui. C'est pour ça que je te parlais de grosseur d'organisation. Tu vois, là, pour le coup, ce sont les Américains qui vont se déplacer à Dubaï. Est-ce que D'accord. tu vois ce qu'est le BYB, l'organisation en triangle? Pas du tout. Bah, c'est un ring triangulaire. Tu Ça vois? existe? Ouais, ouais, ce Ah, sont c'est les Américains. original. Bah, en Ok. fait, ça t'oblige à te massacrer, en fait, tu vois, parce qu'il y a toujours un mec qui est coincé dans un Dans un coin. coin. Ah ouais, ok. Voilà. Et Ah, donc, il y a très original. certainement Rouskov qui va disputer une ceinture à Dubaï dans l'organisation américaine, le BYB. Donc, voilà, on attend confirmation, mais c'est fait à 90%, quoi. Donc, Ça marche. Ben, voilà. force à Quentin et il commence bien l'année 2023. Ouais, ouais, on va le faire enchaîner cette année, on va le faire charbonner. Ouais. Ça va pas arranger le psy, ça. Ah non, mais justement, il faut mettre à manger dans le frigo, tu vois, c'est ce que je te disais. Donc voilà, on va le faire charbonner, Quentin. Cette année, c'est son année, quoi. Et donc, on va passer à la parenthèse UFC. On a eu ce week-end donc un combat, le premier main event du français Nassourdine Imavov. C'était le premier événement de 2023 de l'UFC. Ben, ça a été un combat difficile pour le français. Il a quand même montré de belles choses dans ce combat, qu'il avait du cœur, il a pas reculé, il a fait qu'avancer. Déjà aussi, je tenais à saluer quand même le courage d'avoir pris Strickland à ce poids-là, à ce niveau-là. Enfin, tu vois, il avait fait un camp d'entraînement pour un combattant, il me semble, qui était gaucher. Là, il s'est retrouvé avec un droitier qui a une allonge quand même différentielle face à Gastelum. Donc, combat difficile. Je sais pas, toi, ce que tu en as pensé. Un peu déçu, ben, certes, du résultat, il a perdu. Après, je veux pas commencer à dire il a pas fait ça, il a pas fait ci.
il a perdu, mais c'est tellement dommage. Et voilà, je voulais ton ressenti, ton avis sur ce combat. Alors déjà, mon ressenti quant à l'acceptation ou au refus de Strickland, c'est toujours un dilemme, en fait, c'est de savoir qui est avantagé. En fait, tu vois, on peut prendre, ça dépend de l'angle que l'on prend pour observer, en fait, si tu veux. Euh, D'un côté, on a Nassourdine qui était prêt depuis 2 mois et demi, qui avait une date, etc., qui était en pleine forme, etc. Donc d'un côté, on peut se dire, ah ouais, mais c'est hyper dangereux parce qu'il s'est préparé pour un gaucher, un petit, machin, etc. Du coup, ça lui change totalement son truc et tout, et mettre ça à l'avantage de Strickland. Mais est-ce que c'est à l'avantage de Strickland de combattre un mec qui est en pleine forme, qui est affûté, qui s'entraîne depuis 2 mois et demi comme un acharné? Tu vois ce que je veux te dire? En fait, c'est compliqué de mesurer le pour et le contre, de dire c'était une erreur ou de dire il fallait le faire. Tu vois? Moi, en toute franchise, hein, je te dis mon ressenti, et c'est ce que je dis souvent à mes combattants, il vaut mieux être dans la peau du mec qui est prévenu 2 mois et demi en avance plutôt que dans la peau du mec en short notice, tu vois. Parce qu'on peut dire, ouais, Nassourdine, il a pris un risque énorme, machin, de prendre ce mec et tout. Ouais, mais en attendant, ce mec, il était peut-être à 50% de sa forme, tu vois. Il n'a pas fait de camp d'entraînement ou quoi, tu vois le délire. En plus, Donc, sortait d'un combat aussi. Hein. Il avait fait ouais, 5 rounds en décembre face à mais Cannonier. justement, tu vois, peut-être qu'après ses 5 rounds, peut-être qu'il a passé 10 jours sans s'entraîner, tu vois, on ne sait pas. C'est ce que font quasiment tous les combattants, tu vois. Donc c'est pour ça, tu sais, parce que j'ai lu beaucoup de trucs, beaucoup de commentaires, il fallait pas prendre le combat, machin, etc. Mais encore une fois, ça dépend de l'angle sous lequel on regarde l'histoire, en fait, tu vois. Moi, je pense que le fait de prendre le combat était plutôt juste, parce que Nassourdine était prêt, en fait, tu vois. Donc voilà. Après le combat, hyper frustrant. Ça s'est pas du tout passé comme moi je l'aurais imaginé. Je pensais pas que Strickland aurait pu déborder Nassourdine en boxe. Je pensais pas qu'il aurait pu l'étouffer, justement par rapport à ce dont je viens de te parler, comme quoi le gars n'avait pas une préparation complète, etc. Donc en fait, j'avais vraiment pas imaginé que le combat se passe comme ça. Je voyais Strickland justement déborder, dépasser, et lui envoyer des grosses mines pour essayer de cahoter Nassour, tu vois. Et je pensais que Nassourdine allait s'amuser avec lui en boxe, tu vois, et lui rouler dessus, tu vois. Finalement, ce qui n'a pas été le cas, ça a été un peu une surprise, j'ai l'impression, pour tout le monde. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, d'ailleurs. Ah ben ouais, j'étais surpris, j'étais frustré. Je pensais que tu sais, la technique du in and out qu'il utilise tout le temps, ça allait fonctionner. Mais voilà, dès qu'il rentrait, ben, en fait, ses coups, il touchait l'épaule, il manquait Strickland. Hein. Mais il y avait aussi une différence, j'avais l'impression de puissance et de gabarit, quoi. Tu vois, on voyait qu'il était beaucoup plus costaud et plus massif. Et quand il touchait, il faisait plus mal. Hein. Il a pris beaucoup de jabs aussi. Alors, je sais pas si c'était un game plan, enfin, s'il fallait changer de stratégie. D'ailleurs, au quatrième round, on a pu le voir, à un moment, il s'est mis à vraiment se mettre dans la boîte et taper, et ça a un peu plus réussi. D'ailleurs, il le prend bien, le quatrième round de Nassourdine. Mais sur l'ensemble du combat, ça n'a pas suffi, quoi. Et puis après, arriver à utiliser la lutte, ça a été compliqué, quoi, aussi. Ouais, ouais, ouais. Et le catch control, après, il a mis de belles. Il a mis de beaucoup dans sortie de clinch quand même, Nassourdine, mais il n'y en a pas eu assez, quoi. Et puis à la fin, on le voyait, il épuisait. Il a utilisé un peu la technique de Fila, où tu sais, le coller contre la cage et s'appuyer dessus. Enfin, on voyait que Nassourdine, mais bon, Nassourdine quand même a montré qu'il avait un grand cœur, il a montré qu'il avait du cardio, parce que beaucoup de gens lui ont reproché ça. Il y a eu aussi le trash talk, hein. Strickland, là, quand même, il a critiqué tous les Français. Enfin, même là encore, ça continue. Il trash talk beaucoup les Français, ce gars-là. Et Nassourdine, quand même, il n'est pas rentré dans son jeu, quoi, comparé à Buckley, tu sais, là où il y avait un peu plus d'animosité entre les deux. Donc ouais, c'est frustrant, mais bon, après Nassourdine est jeune, je pense qu'il il va revenir fort. Mais toi, par exemple, ça t'arrive ce genre de problème, j'ai envie de dire, avec Benoît Saint-Denis, vous êtes en main event, vous acceptez le combat quand même, de prendre un gars à une catégorie de poids différent, en sachant que toutes ces choses-là, tu l'accepterais pour Benoît, par exemple? Bah, tu sais, le truc de la catégorie de poids différente, en fait, ça reste un middleweight, le gars en face. C'est un mec qui combat en middleweight, tout comme Nassourdine. Et en fait, c'est ce qui rejoint ce que je t'ai dit au tout début. C'est juste un mec qui n'était pas en shape pour combattre. Mais à la Ouais, il base, était c'est à un 93 84. kilos. Ouais, là, il Voilà. était en 93, ouais, il n'avait pas pu À la cutter, base, quoi. c'est un mec qui combat en 84. C'est même un mec qui a combattu en 77.
Tu vois, donc c'est pas comme si c'était un mec, un 93 énervé, qui était arrivé, qui avait cuté, etc. Non, c'est un 84 qui n'était pas en forme incroyable et c'est la raison pour laquelle il était plus lourd, tu vois. Donc d'un côté, est-ce qu'il vaut mieux être dans une forme moyenne plus lourd ou d'être dans une top forme à ton poids? Tu vois le délire. C'est ça, en fait. C'est sur ça que je veux insister. Donc est-ce que moi, j'aurais accepté le combat? Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Si on peut juste regretter quelque chose, c'est de ne pas avoir trouvé la solution. En fait, moi, ce qui m'attriste dans ce combat, c'est qu'en fait, on a assisté à 5 reprises identiques, en fait, tu vois. On n'a pas senti à un moment la volonté de changer le truc, une stratégie différente ou une intensité différente ou des déplacements différents, tu vois. Sur les 5 reprises, c'était assez similaire. Et si on peut avoir des regrets, en fait, c'est vraiment par rapport à ça, c'est quant au fait de ne pas avoir trouvé une solution durant le combat, en fait, tu vois. Parce que quoi qu'on en dise, tu sais, bah, c'est une défaite, quoi. Tu vois, c'est une défaite. Il a perdu, tu vois. Donc on peut se rassurer en disant, comme on s'était dit à l'époque avec Benoît Saint-Denis, il est jeune, il va revenir, machin, etc. Ouais, mais c'est une défaite. Tu vois. Et la défaite, elle fait toujours mal, quoi qu'il arrive, quoi, tu vois. Donc si on peut regretter quelque chose, c'est juste ça, c'est le fait de ne pas avoir réussi à changer le cours du combat, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, finalement, les 5 reprises, je ne sais pas si tu vas me rejoindre, mais c'était 5 reprises identiques, finalement. Ouais, bah, bien sûr, hein, à chaque fois, on a vu la même chose, quoi. J'ai pas senti différent. C'est vrai que les rounds ont été un peu en photocopie, peut-être à la fin, bah, en même temps parce que voilà, ils étaient un peu plus fatigués, donc il y a eu moins de déplacements de Nassourdine, mais sinon, oui, je te rejoins, c'était beaucoup la même chose. Ouais. Et pendant ce combat, enfin juste avant ce combat, il y a quand même eu une annonce pour le MMA français, que je pense que tu as dû voir, que impossible, de toute façon c'était impossible de ne pas l'avoir. L'annonce de ce combat, il y a eu. D'ailleurs, est-ce que tu as entendu la petite anecdote que ça a fuité Ouais, sur ouais, sur la T-Mobile Arena? exactement. Tu crois ou pas ça qu'il y a un mec là, il a appuyé sur le bouton sans faire exprès. Tu Coup de sais, com', avec, coup de avec com'. l'UFC, frérot, avec l'UFC, il faut se méfier de tout. Soit c'est vrai, il y a eu un Ok. manqué, soit c'est du pipeau total parce qu'ils ont fait fuiter exprès pour que ça buzz, pour que ça parle et tout. Tu sais, En, encore une en fois, plus, c'est les t'apprends Américains. juste. Parce que moi, je te coupe, mais t'apprends juste après en plus que Ngannou est plus Voilà. à l'UFC, quoi, tu vois. Voilà. Tu sais, moi, avec les Américains, je reste toujours prudent. Tu sais, ce sont les rois du show, quoi, tu vois. Donc, voilà, je sais pas. Est-ce que c'est un manqué ou est-ce que c'était volontaire? Je sais pas. Mais en attendant, l'annonce, elle est absolument incroyable. Mais Ouais. attention, toi, tu avais beaucoup de doutes sur des combats précédents, sur le fait qu'ils aient lieu ou pas. Bah, moi, j'ai beaucoup de doutes sur celui-ci quant au fait qu'il ait lieu ou pas. Je Aïe, trouve aïe, ça, aïe. et je Aïe, trouve aïe, ça aïe. tellement fou que John Jones, après autant de temps d'inactivité, il aille chercher le numéro 1 de la KT et qu'il ne prenne pas un combat de reprise pour s'adapter à son nouveau poids, à la puissance des adversaires, parce qu'il change de KT aussi, tu vois. Moi, je trouve Ouais. que c'est totalement fou, et donc je te réponds, attention, et enregistre bien ce que je viens de dire. Ouais, ça va être enregistré, t'inquiète. Ça va être l'office d'un short même. Si je vais pas. Non, mais en fait, moi, je pense que vraiment, ça va se faire. Pourquoi? Parce que, ben, de toute façon, quand tu regardes la catégorie, c'est compliqué pour John Jones aussi d'aller prendre d'autres adversaires. Euh, ben, je pense d'aller prendre Curtis Blade, d'aller prendre Stipe Miocic, et en sachant que ce qui l'intéresse à John Jones, c'est la ceinture. Faut dire ce qui est. Tu vois, moi, je pense que John Jones ne voulait pas prendre Francis Ngannou. D'ailleurs, il l'avait dit dans un autre podcast, c'était trop risqué, il le savait. Voilà, l'équaliseur, le coup, il en avait trop peur. Mais franchement, Gann, au point de vue du combat qu'il y a eu face à Ngannou, et on sait que John Jones, c'est un excellent lutteur, quoi. Il a quand même réussi à amener Daniel Cormier au sol. Donc, je pense que ça l'intéresse beaucoup de prendre Cyril Gann plutôt que prendre d'autres gars, tu vois, tels que Ouais, Curtis Blade, tu vois, parce que Stipe Miocic aussi, c'est un lutteur. Enfin, tu vois, d'un point de vue profil et stylistique, je trouve que c'est intéressant quand même. En plus, il a fait des vidéos, enfin, il a dit qu'il était complètement OK pour le prendre. Il me semble que c'est signé. Et puis ça y est, il s'entraîne avec Henri Cerudo et voilà, hein. non, mais tu as certainement raison, tes arguments sont bons. Peut-être que lui s'est dit, bah tiens, Gann, il semble qu'il bouge comme un poids léger, tu sais, un lourd léger, Bien sûr. beaucoup de déplacements, beaucoup de mobilité, beaucoup de vitesse. Il se dit peut-être que c'est ce qu'il va retrouver lorsqu'il combattait en 93. Je sais pas, peut-être que c'est justement pour ces raisons-là qu'il préfère prendre un Cyril Gann plutôt qu'un mec qui envoie des mines, tu vois, hyper puissantes, etc. Je sais pas.
En attendant, en tant que fan du MMA, parce que même si on est aussi acteur du MMA, on reste fan, c'est quelque chose qui nous anime, c'est une passion. Bon, c'est un combat de ouf, hein. C'est top, top, top. Mais le truc, c'est que je serais incapable de te donner un pronostic pour la simple et unique raison, c'est qu'il y a trop d'inactivité de la part de John Jones. En fait, c'est lequel de John Jones qu'on va avoir ce soir-là, tu vois. Si c'est le John Jones de l'époque, c'est chaud, tu vois. Ouais, Mais ouais. si c'est le John Jones 5 ans plus tard, tu vois, Ouais, parce que Cyril Gane, j'ai pas au envie de top. dire il est dans son prime, mais il est au top, il est actif. Enfin, je Ouais. veux dire, là, il est chaud. Mais Euh, tu me rejoindras sur le ouais, fait que le combat, du coup, c'est une interrogation totale, en fait. ouais. Mais quand même, John Jones, justement, j'en parlais avec quelqu'un sur Insta, qui me disait que dans la vie de tous les jours, c'était quand même un combattant qui n'était pas à 93 kilos, qui était plus dans les 105 kilos, tu vois. Ouais, Donc bien là, sûr. oui, il a pris 10 kilos. Puis il a eu quand même 2 ans pour se préparer physiquement. Et puis ça reste John Jones, il a une, comment on dit, une intelligence du combat qui me semble n'est pas égalée. Puis quand on voit son palmarès, enfin, franchement, En fait, je je veux. comprends, je suis d'accord avec toi, Kevin, mais Oh, encore une ouais, fois, la réalité de la cage, tu vois, le temps dans la cage est c'est important. important. Ouais, Des l'inactivité, années elle qu'on est. ne l'a pas vu. Et moi, en fait, je me pose totalement la question de quel est le John Jones qui va rentrer dans la cage, en fait. C'est juste ça. Quel Ah, de toute est-il, en façon, fait? c'est la question qu'on se pose tous. Et là, en tout cas, si Cyril gagne, il gagne. Franchement, ça va. C'est incroyable pour le MMA français, là, parce que il a sa place au panthéon des légendes, Cyril Gane, là, d'arriver à battre John Jones, quoi. Ah Je sais ouais, pas c'est top. si on se rend compte, si vous vous rendez compte aussi de l'importance de ce combat pour le MMA français. Je crois que le MMA français va être sur le toit du monde, là, après ce combat. Bien sûr. Bien sûr, parce que je ne vois pas, hormis John Jones, qui pourrait inquiéter aujourd'hui Cyril Gane, je te dis sincèrement, je ne vois pas ce typé remporter contre Cyril Gane, tu vois. Sincèrement, je ne le vois pas. Cyril Gane, ça va trop vite, ça cogne. Mm. Voilà. Et, Je pense et qu'aujourd'hui, c'est le rival le plus dangereux, c'est John Jones. Mais encore une fois, lequel de John Jones? C'est ça la question. affaire à suivre. Et un petit mot sur ce que tu penses de la situation de Francis Ngannou avec l'UFC, justement. Là, ça y est, ça a l'air d'être terminé. On pensait que c'était qu'une question d'argent. Au final, je ne sais pas si tu as vu les dessous des négociations. Il n'y a pas que de l'argent. Ouais. Il y avait des combats. Il voulait il voulait que les combattants UFC soient représentés par des avocats. Il voulait aussi une sorte de mutuelle, enfin une garantie de blessure. Toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça et de son départ aujourd'hui de l'UFC? Tu sais que c'est une question qu'on m'a posée sincèrement depuis les 2 derniers jours une vingtaine de fois, tu vois. Le problème, c'est que depuis qu'on m'a posé la question jusqu'à aujourd'hui, la situation, elle a avancé. Mais je vais te redire exactement la même réponse que j'ai fournie à tous ceux qui m'ont posé la question. Moi, j'ai dit au gars, il partira en boxe anglaise. Parce que tout le monde me disait, on va le voir au PFL, etc. Tu vois. Mais aujourd'hui, le PFL n'a pas les reins suffisamment solides pour payer un mec comme Francis Ngannou. En fait, le PFL, certes, organise des tournois à 1 million de dollars. Mais est-ce qu'ils sont capables de payer 1 million de dollars, Francis, sur chacun de ses combats? C'est déjà ce que Francis faisait à l'UFC. Et malgré tout, il n'a pas re-signé. Donc, il demande certainement plus. Donc, moi, je ne voyais pas Francis partir au PFL. J'ai répondu à tout le monde, Francis, évidemment, partira en boxe anglaise. Il va signer pour 10 millions de dollars et il va se faire en un combat ce qu'il aurait fait en 10 combats en MMA. Sauf que 10 combats en MMA, quand tu es champion, ça se fait en 7 ans peut-être, tu vois, parce que tu fais un combat tous les 7-8 mois dans le meilleur des cas. C'est-à-dire qu'en un combat, Francis Ngannou va faire ce qu'il aurait fait en 7 ans en MMA. Donc moi, je dis bravo l'artiste. Franchement, je dis bravo l'artiste. Tiens, bah regarde, on va rejoindre les sujets. Celui-ci avec le premier que je t'ai cité par rapport au KOTS. Nous sommes ici pour nourrir nos familles. Tu vois, il faut être honnête. Benoît Saint-Denis, son objectif aussi est de remporter le pactole. Tu vois, la fame, c'est bien, mais ça ne paye pas forcément. Tu vois aujourd'hui, il faut aussi que l'UFC paye. On sait que comment dirais-je, la rétrocommission, c'est ça? Je voulais employer un mot super scientifique, mais je me suis planté au passage. Non, mais la rétrocession de l'oseille générée par l'UFC, je crois que c'est un pourcentage ridicule par rapport à ce qu'ils amassent comme argent, tandis que la boxe anglaise, il me semble, reverse 50% des bénéfices aux combattants. Enfin, tu vois, c'est... Et on a besoin de mecs qui s'érigent en tant que
le capitaine et qui montrent l'exemple et qui disent non les mecs ça y est maintenant c'est terminé. Le monopole c'est terminé. Vous allez arrêter de vous mettre de l'oseille plein les poches. Les risques c'est nous qui les prenons, c'est nous qui sommes dans la cage. On veut que ce soit réparti à part égale. Tu vois. Et je pense que s'il y avait plus de gars comme Francis Ngannou, peut-être que les choses évolueraient. Là, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, au moment où on parle, c'est le seul, tu vois. Mais moi, sincèrement, je dis chapeau l'artiste. Alors, si en plus de ça, tu rajoutes le fait qu'il voulait une mutuelle pour les combattants, être représenté par un avocat, etc., bah alors là, moi, je dis c'est beau gosse. C'est beau gosse. Il s'en va comme un prince sur son cheval blanc. Et moi, je dis bravo. Franchement, magnifique. Et je lui souhaite de faire beaucoup d'oseille et de réussir sa vie. Parce que voilà. Tu sais, au bout d'un moment, Kevin, je pense que tu me comprends. C'est un métier qui est risqué et qui peut s'arrêter demain. Tu vois. Là, Francis, il met un kick, il se fait un tibia péroné. Tu vois. Ça y est, c'est terminé. Tu vois. C'est pour ça qu'en fait, comment dirais-je, il faut que le retour soit à la hauteur de ce que tu donnes. Tu vois, c'est important. Donc même si, encore une fois, les gens vont dire, ils ont raison, $1 million, c'est énormément d'argent, certes, mais aujourd'hui, tu as un autre sport qui peut te proposer de faire 10 fois plus. Tu vois. Ouais, c'est normal. Donc, voilà, tu as ma réponse. Je comprends tout à fait. Ça marche. Mais on ne verra pas Francis au KOTS pour te répondre. Oh, le massacre. Oh, t'imagines ? Ah ouais, laisse tomber. Ah ouais. Et on va passer à RES 11, qui a lieu ce week-end, qui a pour main event Abdullah Bouragimov. Tu peux le redire, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux le redire ? Ah non, putain, je suis pas bon, moi, avec les noms. Non, on t'écoute tous, là. Abdul Bouragimov. S'il regarde le podcast, il va dire qu'est-ce qu'il veut, il va me traiter de Guimov. Ah voilà, je crois que Abduragimov, quand il va regarder le podcast, à mon avis, il va porter plainte contre toi. Oh putain. Bon, je dirais que Abdul. Le voilà, Lazy King. Le Lazy King. Là, il est bien son nom. Le Lazy King. J'ai pas le nom de son adversaire. En plus, ça va être un combat assez chaud. Justement, tu t'es déjà exprimé dessus parce que tu as été un acteur majeur pour sa carrière quand même, Abdul. Je peux dire sans me tromper, s'il en est là aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui parce que c'est lui qui fait le combat, mais grâce à toi parce que tu as été son manager et que voilà, vous avez fait les choix ensemble. Il me semble qu'il avait été au Brave. Enfin, ça a été champion du Brave. Donc voilà, gros combat qui l'attend pour être double champion. On va commencer par les pronostics. Moi, je vois une victoire de Abdul, même si il a l'air quand même solide, son adversaire. Mais bon, j'ai eu la même ressenti face aux Brésiliens. Enfin, j'ai l'impression que tous les gars, à chaque fois, ils ont l'air solides un peu, tu sais, sur le making-of là qu'ils font à Res, mais arriver une fois dans la cage, c'est compliqué, quoi. On a pu le voir aussi face à le grand Karamoussou, donc voilà. Tu as un mot sur ce combat? Ouais, vas-y. Bah, je te rejoins, en fait, j'ai envie de te dire que Abdul, s'il n'arrive pas à soumettre le mec dans les 2 premières reprises, ça va être très compliqué pour Abdul. Voilà, tout simplement. Mais Abdul Frey, il est trop chaud et je le vois gagner dans la première reprise. Je le vois soumettre le mec, l'étrangler dans la première reprise. Mais si ça n'arrive pas, ça pourrait se compliquer, effectivement. Ensuite, on a Alexandra Tekena qui fait son retour. Ouais. Combattante de la Bulgaria Top Team, qui s'entraîne à l'Enerfight. Enerfight, tout à fait. Donc là, on peut le voir sur ses stories. D'ailleurs, je vous invite tous à aller, si vous ne la connaissez pas encore, cette combattante, à aller la suivre sur ses réseaux. Franchement, là, elle est au top, là, Alexandra. Ouais, elle est au top. Elle est focus. On a subi une défaite sur son dernier combat. Ouais. Je crois que c'est une défaite qui a été riche d'enseignements. Encore une fois, comme je te disais tout à l'heure pour Nassourdine, ça reste une défaite, ça fait mal. C'est un temps d'arrêt, tu vois. Mais il faut rebondir, et elle a l'occasion de rebondir, et elle va rebondir. Et je t'annonce d'ores et déjà une victoire pour Alexandra Tekena, sans prendre beaucoup de risques. Victoire d'Alexandra Tekena. Je vais pronostiquer la même chose. Ensuite, on a Amin Ayoub face à Gilles Oudela. Tout à fait. Là, c'est un combat qui est dur à pronostiquer pour moi. C'est un combat qui n'est pas évident. C'est pas évident, ça. Ouais. Maintenant, moi, je pense que Gilles Oudela a tout à gagner dans ce combat.
Gilles Oudella est pas quelqu'un de encore très connu dans le circuit du MMA. Il a beaucoup combattu en pancrace, et notamment chez lui, tu vois. Donc je dirais qu'en fait, c'est lui qui a plus à gagner dans ce combat. Mais Amine malin, Amine intelligent, Amine il peut aller partout. Ça va être un combat engagé. Je vois une bagarre en fait pour tout te dire. Je vois vraiment une bagarre même. Mais Amine il est bon en bagarre. Donc du coup on va dire Amine. Ouais, je vois Amine aussi à la décision. Ouais. Est-ce que tu as la carte pour la suite? Bien sûr. Bien sûr. Vas-y, je te laisse continuer. Il y a juste à demander. J'ai le menu sous les yeux. On a Baki. Shamsudinov qui va affronter Alexander Mikel, victoire de Baki sans aucun problème parce que le mec en face est à 9-0 et que c'est un faux 9-0, je l'ai regardé, c'est voilà, victoire de Baki. Voilà, il va gagner sans problème. Ouais, puis il est trop chaud Baki. Ouais. On a Pavel Bernat qui va affronter Faisal Houssine. Faisal Houssine fera son premier combat chez les poids lourds. Donc ça, c'est une interrogation totale en fait. Qu'est-ce que va donner Faisal Houssine en poids lourd? J'en ai aucune idée. Voilà, on regardera. Mais je dirais Faisal. Pavel Bernat n'avait pas fait grosse impression lorsqu'il avait pris Marcel Sichev, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, je vois Faisal Houssine. Faisal Houssine, gros sol, hein, très 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 gros sol. Ouais, je le vois aussi gagner ce combat, personnellement. Voilà, et Bernat, il devrait être normalement à 3-0. Il a eu la chance de prendre une victoire parce que Sichev a été topé pour dopage, mais devrait être que à 3-0 normalement. Je vois une victoire de Faisal Houssine grâce à son sol. D'ailleurs, ça serait un beau combat, Bernat, face à un certain Bader. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, tout à fait. En cas de défaite, ça serait beau pour relancer un des deux derrière, tu vois. Et je te le prédis d'ores et déjà, victoire de Bader. Ah ouais, non, mais ça, c'est clair. Ouais, pour moi, Bernat, c'est vraiment l'adversaire idéal pour Bader. Je pense que la dernière fois, c'était un piège. Seic, de toute façon, c'est un piège. Ouais, c'est un piège. Voilà. Derrière, on a Asia Miri contre Fabiola Pidroni. Voilà. Donc, quand tu auras fini de nous faire ta pub pour l'Evian, tu diras ce que tu en penses. Il va avoir un partenariat bientôt avec Evian. Ah bien. Comme ça, on ramène de l'oseille. Attends. Non, ben là, combat, franchement, j'ai du mal à me prononcer pour ce combat. Parce que franchement, j'ai eu la chance de voir Fabiola, enfin la chance, j'ai eu l'occasion de la voir combattre et franchement. Non, la chance. Ouais, c'est une guerrière. Hein. Bah, j'ai eu l'occasion de voir une Italienne combattre à Marseille, non, mais à l'Octofight, et je la connaissais pas. Et franchement, quand j'ai vu le combat, j'ai dit waouh, c'est qui cette combattante? Et je croyais même pas qu'elle était managée dans la Bulgaria Top Team, tu vois. Et franchement, elle avait claqué un KO, mais impressionnant. C'est une guerrière. Donc voilà, après Asia Miri, on sait elle vient du MMA Factory, elle a un gros bagage de Muay Thai. Est-ce que ce sera assez face à une combattante acharnée comme ça? C'est la gros point d'interrogation que j'ai sur ce combat, tu vois. Je te cache pas, j'ai du mal à le pronostiquer. Je me dis que ça peut aller d'un sens comme de l'autre, tout dépend qui va prendre le centre de l'octogone, tu vois, qui va mettre la pression à qui, et voilà. Moi, c'est ça que j'attends de voir, en fait. Mais je suis vraiment hypé par ce combat, c'est le combat que j'attends le plus même de la soirée, tu vois. Ok. Voilà, vraiment. Ok, bah dis-toi, donc évidemment, si le combat on l'a pris, c'est qu'on croit aux chances de Fabiola de gagner ce combat. Maintenant, c'est pas un combat facile, hein, la petite Asia, elle a son expérience en pied-point. Voilà, maintenant, on sait que le pied-point, le MMA, c'est un petit peu différent. Malheureusement, nous, de notre côté, c'est très compliqué de faire une analyse très détaillée d'Asia parce qu'elle a combattu une seule fois en MMA. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'informations. Mais voilà. On y croit et c'est pour ça qu'on a accepté le combat et on verra. Et on espère juste que Asia Miri fera le poids cette fois-ci. Combat crève-cœur qui n'a pas eu lieu. Guillaume. Ah oui, bah alors ce combat, il est maudit. Je crois qu'il ne faut plus l'attendre, ce combat, il n'aura jamais lieu. Voilà. J'ai d'ailleurs pas suivi pour quelle raison il a été annulé. C'est une blessure D'ailleurs, je lui souhaite bon rétablissement à Boulox avant, parce que j'avais mis une petite story où on l'avait prédit ce combat. Enfin, il me semble que tu l'avais prédit. C'était notre croustille à nous, ça. C'est quoi? C'était le genou encore, non? Non, là, c'est l'œil.
Ah, là, c'est l'œil, là. Ok. Donc voilà. Apparemment, j'écoute le podcast, d'ailleurs, je vous invite tous à aller l'écouter. Il est très intéressant, celui qu'ils ont fait là, enfin, comme tous, mais celui-là, j'ai bien aimé particulièrement. Et il explique dedans que dans le passé, il faisait beaucoup de falsification de papier pour pouvoir combattre, et que là, sur ce coup-là, il ne l'aurait pas fait, et que voilà, son ophtalmo lui a dit qu'il avait un problème à l'œil, enfin, ça pouvait provoquer un décollement de la rétine, donc quelque chose Ah, ok. d'assez costaud, et que malheureusement, le combat, il faudrait pas qu'il le fasse parce que sinon il mettrait sa vue en danger, ce que je comprends parfaitement. Voilà, après, d'un côté, je comprends, et d'un autre côté, ben, ça fait chier pour son adversaire, quoi. Pour Mehdi, Pour Mehdi Tir, parce que voilà, hein, franchement, c'est la troisième prépa qu'il fait. Qui dit troisième prépa, ben, c'est pas d'argent, c'est pas de salaire. Bon, j'ai eu la chance de l'interviewer, Mehdi Tir. Dans l'interview, je vous invite d'aller voir d'ailleurs. Il dit quand même qu'il travaille à côté, donc c'est quelqu'un qui ne compte pas que sur le MMA. Mais quand même, il y a eu beaucoup de sacrifices derrière parce après son travail, aller s'entraîner, on sait tout ce que ça engage. Et donc, franchement, c'est dommage, quoi. Et est-ce que tu as souvenir de quelle était la première raison de l'annulation? Putain, je sais plus. Ouais, je sais plus. Franchement, La je sais seconde plus. était genou, c'est ça? Oui, ouais, la deuxième, c'est genou. Et la première, je sais plus c'était quoi. Ouais, je sais plus c'était quoi. Bon, Je sais enfin, voilà. Donc, combat maudit, quoi, voilà. pas. Ouais, je Combat crois que que ce combat n'aura jamais lieu et je pense que Boulox doit faire attention parce que un genou en moins, un œil en moins, il reste plus grand-chose, quoi. Ok. Et du coup, ben, pour l'instant, il n'y a pas eu d'adversaire en remplacement Dommage. pour Mehdi Tir, c'est dommage. Donc Ouais, voilà. ouais, ouais, effectivement. Ouais. Ok. On a Jordan Zebo aussi qui combat Et qui va gagner? et qui va gagner. Ouais, Jordan Voilà. Zebo va gagner. Le casseur de cage. Ouais, Jordan Zebo va Ah, il gagner. est solide, Jordan. Il est Ouais, puis je solide, crois qu'il prend solide, un gars solide. qui est à 0-0, qui a été prévenu plus ou moins, je crois, en short notice un petit peu. Jordan Zebo, grosse prépa, on sait que c'est un gars intelligent, un mec investi et sérieux. Donc c'est un mec qui va venir totalement prêt, il va venir. Il va Reste gagner. pas, Si les reste gens pas à son veulent, adversaire. voilà, donc si les gens veulent parier, du coup, ils peuvent reprendre mes pronostics. Donc sans risque, absolument sans risque. Vous pouvez mettre votre maison, votre Mais voiture on peut pas et parier Guillaume sur votre Arès. caleçon. Mais oui, tu sais qu'on peut. Et Sur je l'ai Arès? découvert aujourd'hui. Sur Arès? Ouais, mais à l'étranger, Sans déconner. Ah ouais? no- notamment en Belgique. Je l'ai découvert Ah, aujourd'hui. J'ai parlé avec un confrère, je ne sais pas s'il va vouloir que je le cite, donc je vais m'abstenir pour cette ok. fois-ci, avec quelqu'un qui a un média et qui m'a expliqué, qui m'a montré comment on pouvait parier depuis la Belgique. Ouais. D'accord, ok. Sur Arès, ok. Ouais. Et là, je vais mettre une fortune là, sur ce Ares-là. Ouais. Ah, moi, tu sais quoi, petite parenthèse, moi j'arrête les paris sportifs sur le MMA. C'est vrai? Ben, j'ai perdu ce week-end. J'ai T'avais perdu mis- ce week-end. Et j'avais mis, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Oumar Nurmagomedov, d'ailleurs, qui a Ouais. claqué un KO premier round. Alors, tu sais quoi, je me suis dit, tu vois, il peut perdre. Tu vois, il est en début de carrière, voilà, un peu comme Islam, tu vois, il se prend le KO. En plus, le Brésilien, il était solide, hein, il cherchait à le cueillir et tout au début, mais bon, bref. Il a quand même. Et après, voilà, il y a eu Nassourdine et Nassourdine m'a fait perdre. Ah, Voilà. Je n'en veux pas, j'en veux pas. J'ai toujours mon toit sur ma tête, ça va. voilà. J'ai pas Ah, mis mais la maison. j'aurais perdu aussi, hein. J'aurais perdu Ah, aussi je le voyais pour tellement te dire la gagnant, quoi. vérité. Ouais, j'aurais mis Nassourdine gagnant. Trop Et risqué le MMA dans non, les non, paris, tu vois. c'est très très bien que tu en parles. Attention, il faut que les gens comprennent que moi je pratique beaucoup de second degré, hein. Quand je dis je vais mettre ma maison, etc., on rigole, les Ouais. gars. Les paris, c'est pas fait pour ça, hein. En fait, je pense que quand tu paries, il faut parier l'oseille que tu es prêt à perdre, en fait. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Il faut pas compter sur cet argent Ouais, bien sûr, ouais, pour, pour faire quelque chose. Ouais. surtout. Amusez-vous, les gars, jouez un petit peu. Arrêtez de fumer. Vous achetez un paquet de clopes par jour. Bah, cet argent-là, à la limite, mettez-le dans le pari. Ça sera meilleur pour votre santé. Mais mettez pas plus, quoi, tu vois. Mettez pas plus, bien évidemment. Bien évidemment. On plaisante, hein, les gars, on plaisante. Mais en attendant, je tiens à souligner, ça rajoute un engouement quand tu regardes le combat que tu Bien as sûr. parié. Tu vois, Ouais, moi, ça a été quand j'ai parié, j'ai eu enfin, j'ai pas eu le culot, je l'ai fait. J'avais parié Ousmane qui gagnait contre Edwards. ok. Mais j'ai gueulé quand il a pris le KO. T'imagines enfin, donc c'est pour ça que j'ai dit, moi, je suis maudit. Hein, tous les combats que j'ai pariés, la Et au preuve. mois de mars, Ouais, il y aura on la pourra mettre revanche. Ousmane. Ouais, mais Non, mais Ousmane. là, je prends même pas le risque. Non, c'est mort. C'est mort. Je parie plus. Enfin voilà, parenthèse sur les paris sportifs. Donc,
faut aller en Belgique pour parier sur Arès, quoi. Absolument, absolument. On va enchaîner. Merci pour l'info. Ouais. On a Hugo Guillon qui prend Franck Martin. Ça a changé. Ouais, ça c'est pareil, c'est un combat qu'il est difficile de pronostiquer. Franck Martin, on sait que c'est une ceinture noire de JJB. Il a fait aussi du karaté combat. Apparemment, parce que c'est très dur de vérifier, il est à 13-0 en amateur. Mais pareil, sans trop d'informations. Donc en fait, ce sera une surprise, hein, Franck Martin. C'est très compliqué de pronostiquer, de dire ce qu'il va faire ou pas. Mais voilà. Je vois Hugo Guillon quand même gagner. Bien sûr, Hugo Guillon, il a l'avantage déjà du poids. Ça va être un beau 84 kg. L'avantage de l'expérience, après sa défaite contre Jackie Chan, il est revenu avec 2 belles victoires. Donc voilà, il est sur une bonne série, il est en pleine confiance. Il prend un gars prévenu en short notice, qui vient, qui n'a rien à perdre. Tous les voyants sont au vert pour Hugo, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des combats? On a fait le tour là. Il en reste un ou... Il y a ma petite surprise de cette carte, c'est Michael Grogu qui va affronter Freddy Camayo. Grogu est donné perdant à... attends, bouge pas, je te le dis tout de suite. Grogu est donné perdant à 93%. Et moi, je te dis qu'il va gagner. Ok, Grogu gagnant. Ouais. Ok. Gagnant dans ce combat. Et voilà, on a Karim Gadji qui fait son retour. Après, voilà, je ne connais pas forcément son adversaire, donc je ne vais pas faire le faux connaisseur. Mais voilà, je dirais qu'on a fait le tour et on l'a plutôt bien fait. Ouais, et quel est le combat qui te hype le plus sur cette carte, Guillaume? Le combat qui me hype le plus, ouais. Je vais te dire Rassia contre Fabiola. Ah, bah on se rejoint. Tu veux que je te dise pourquoi? Ouais, vas-y. Parce que la petite Fabiola, si elle gagne, potentiellement cet été, on la voit aux États-Unis. Voilà. Donc les enjeux sont gros et on l'espère, voilà, tout simplement. Voilà. Eh bien, écoute, on arrive à la fin du JDF. Guillaume, merci d'avoir partagé encore une fois le podcast avec moi. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker aussi. Toujours pareil, les gars, on like, on donne un petit peu de force. Pareil, les questions, les mecs, n'hésitez pas. On est là pour ça. Voilà, on prend du plaisir en plus à le faire. Si on peut répondre aux questions, si on peut aider, si on peut renseigner, si on peut aborder des sujets intéressants. Et même, on l'a déjà dit et on le fera, si on peut même inviter un gars qui nous suit régulièrement et qui a des questions intéressantes, je crois vraiment qu'on va le faire parce que ça peut être cool de partager cet instant. Donc, on le fera. Donc, voilà, les gars, n'hésitez pas à vos claviers, posez vos questions et on va répondre à tout avec grand plaisir. Merci, Guillaume. Merci, les gars. À bientôt. Merci. Ciao.